Alors, salut tout le monde, bienvenue encore sur Son of Congo. Moi, mon nom c'est Asher Manono. Je suis un Africain qui vit dans la diaspora, plus précisément aux États-Unis, dans la ville de Chicago. Aujourd'hui, on va parler du développement de l'Afrique. On va parler de la stratégie de développement de l'Afrique. Parce que beaucoup de gens parlent du développement de l'Afrique. Ils parlent du développement en gros. Mais comment se développer, des fois, c'est plus important même que la conversation sur le développement. C'est quelque chose que je dis souvent, j'ai dit ça dans des autres épisodes. Quand vous êtes un pays ou bien quand vous êtes une entreprise et vous êtes en train d'essayer de scale vos opérations, donc vous êtes en train d'essayer de grandir, la chose la plus importante, c'est pas la rapidité dans laquelle vous allez croître vos opérations. Ce qui est vraiment important, c'est la qualité de votre croissance. Donc, vous devez vraiment vous focaliser sur ce qu'on appelle efficiency. Vous devez être en mesure de croître vos opérations d'une façon efficient. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important dans l'entrepreneuriat et c'est vraiment important dans la gestion en général. Donc c'est important aujourd'hui qu'on puisse parler de comment on doit, c'est quoi la stratégie que nous devons implémenter pour développer l'Afrique. Et c'est quoi qui est en train de se faire maintenant. Et Je comme je dis toujours, Son of Congo, c'est une émission où moi je partage mon opinion. Certainement, vous, vous avez la vôtre. Donc laissez-moi un comment et dites-moi ce que vous pensez. Comment vous, vous voyez la situation en Afrique et c'est quoi pour vous la meilleure stratégie pour développer le continent africain. Donc, comme je disais, dans cette émission, moi, je vais vous donner ma façon de voir les choses. Et donc, c'est un peu ça que je vais partager avec vous. Le goal de Son of Congo, comme d'habitude, c'est important que je répète ça. Le goal est de pouvoir parler à la jeunesse africaine. Le goal est de dire à la population africaine que vous pouvez développer votre pays. Vous n'avez pas besoin d'un gouvernement, ou bien, bon, je ne dis pas que vous n'avez pas besoin d'un gouvernement, mais vous n'avez pas besoin de dépendre du gouvernement pour pouvoir développer votre pays. Si vous-même, la population africaine, vous pouvez vous calmer, si vous pouvez prendre un temps pour raisonner, vous allez voir que vous allez trouver des solutions à vos problèmes en dehors de vos autorités, en dehors de vos gouvernements. Donc ça, c'est quelque chose que la population peut faire d'elle-même, mais ça demande certains préalables ou bien ça demande certains sacrifices pour arriver à ce niveau. Donc on va un peu parler de toutes ces et choses. Et comme l'émission est un peu un aspect pédagogique où j'essaie d'informer ou bien d'essayer de partager mon expérience avec la jeunesse africaine, parce que je parle souvent, si vous suivez les autres épisodes, je parle souvent du knowledge transfer. Donc, cette émission aussi, c'est une possibilité pour moi de partager mon expérience, ma carrière, ce que je fais dans l'entrepreneuriat avec la jeunesse africaine. Donc, ne soyez pas frustrés si vous trouvez, ou bien ne soyez pas fâchés si vous trouvez que les vidéos sont longues, parce qu'une idée doit être développée. Si j'ai une opinion que je suis en train de vous donner, je dois être en mesure de développer mon opinion et c'est comme ça aussi que j'ai envie d'apprendre à notre nouvelle génération de scientifiques, surtout ceux qui ont fait le STEM, ceux qui ont étudié la science, la technologie, le engineering et le mathématique. Ça, ce sont les gens qui sont vraiment nécessaires pour le développement de l'Afrique. Donc, ces gens doivent penser d'une façon, d'une certaine manière, d'une manière technique. Parce que notre destin, au fait, notre développement dépend d'eux. Si les scientifiques, les gens qui ont étudié le STEM, se lancent dans le fanatisme des politiciens, ce sera vraiment difficile pour l'Afrique de se développer. Donc, c'est vraiment ça que je suis en train de partager dans cette émission. C'est pour ça que les épisodes seront un peu longs des fois. Et c'est un peu pour dire, pour un peu donner toute l'idée. Et à la fin, si vous trouvez peut-être que l'idée est un peu longue à se développer, continuez à suivre parce que c'est une idée, comme je disais. Et à la fin, vous allez juger si vous avez appris quelque chose, si l'idée était mauvaise ou bien si vous trouvez que vous avez une solution qui est meilleure ou bien un point un avis différent. Mais comme je disais toujours, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est votre expérience, c'est ça que vous savez. Et si vous avez une opinion, partagez avec tout le monde et laissez des commentaires. Donc, sans plus tarder, allons-y. J'ai déjà pris beaucoup de temps, comme d'habitude. Sans plus tarder, allons-y. Commençons notre sujet d'aujourd'hui. Alors, le grand challenge quand vous êtes en train de parler de développement, c'est
c'est quoi le développement? Moi, pour moi, je définis toujours le développement comme, et c'est quelque chose que j'ai même mis dans Twitter. Si vous êtes sur Twitter, allez sur mon Twitter account, vous allez voir que c'est même mon wallpaper sur Twitter. Et moi, pour moi, le développement, j'ai dit dans ce wallpaper, je dis, le développement est égal à la technologie plus le leadership. Donc, vous avez le leadership d'un côté et vous avez la technologie de l'autre côté. C'est ça qui va vous donner le développement. Et c'est comme ça que moi, un peu, je vois, c'est un peu de cette façon que moi, je définis le développement. Et ça nous pose maintenant un challenge. On est en train de regarder maintenant en Afrique. Est-ce qu'en Afrique, on a le leadership? Est-ce qu'en Afrique, on a la technologie pour se développer? Beaucoup de gens vont dire non et non. Donc, on a un problème ici. Si nous tous, on raisonne sur ce problème, on va remarquer que le problème de l'Afrique, le problème du développement de l'Afrique, c'est au fait un problème de knowledge. C'est un problème de connaissance. On dit que les gens qui connaissent, c'est eux qui se développent. Si votre peuple n'a pas de connaissances, et même la Bible dit quelque chose comme ça, si vous êtes en train de périr ou bien si vous êtes en train de souffrir, c'est parce que votre population n'a pas de manque la connaissance. Et on va se dire maintenant que comment se fait-il que le peuple africain n'a pas de connaissances? Vous êtes dans la diaspora comme moi, vous voyez beaucoup d'Africains qui sont compétents, beaucoup d'Africains qui ont des bons métiers ou bien des bonnes positions à l'étranger. Comment se fait-il que tous ces Africains sont en train de briller dans des pays occidentaux, mais l'Afrique est toujours dans l'état dans lequel elle se trouve? Et comme je disais dans les autres épisodes, c'est parce que chaque fois que les Africains essayent de trouver une solution à ce problème et se posent la question du développement de l'Afrique, comment se fait-il que l'Afrique n'arrive pas à se développer? Ils ne se posent souvent pas la bonne question. Et quand vous ne vous posez pas la bonne question, vous allez commencer à essayer de résoudre des problèmes qui ne sont pas les problèmes vraiment qui causent, qui ne sont pas les root causes du problème africain. Donc ici, maintenant, je veux parler avec vous d'un problème que moi, je trouve qui est vraiment quelque chose qui est en train de freiner le développement de l'Afrique. Et ce qui s'est passé en Afrique, vous allez remarquer que nos dirigeants, surtout en République démocratique du Congo, vous allez remarquer que nos dirigeants, les dirigeants de notre pays, depuis 1960, ces gens ont fait qu'envoyer leurs enfants à l'étranger pour aller étudier. Donc la plupart, et je crois qu'il y a plusieurs pays africains où c'est le même cas, les dirigeants envoient leurs enfants à l'étranger pour aller étudier. Et la raison pour laquelle ils sont en train d'envoyer les enfants à l'étranger, c'est pour avoir une meilleure éducation. Eux, ils disent que l'éducation à l'étranger est meilleure que celle de l'Afrique. Et c'est là que, ou bien celle de certains pays africains, et c'est là qu'ils envoient leurs enfants pour aller étudier. Et c'est quelque chose qui s'est fait depuis 1960. Et en conséquence, ça crée quand même un gap du point de vue knowledge. C'est-à-dire que les gens qui avaient un peu de moyens connaissent en plus de matière que les gens qui sont pauvres. Et le gap a fait qu'augmenter d'année à année. Et aujourd'hui, on est dans une situation où c'est presque c'est carrément un crime ou bien c'est une crise. Donc non seulement nos dirigeants envoyaient leurs enfants à l'étranger et continuent à le faire, mais aussi ces mêmes dirigeants n'ont pas investi dans l'éducation en République démocratique du Congo et n'ont pas investi dans beaucoup de pays africains. Et la conséquence est que la population maintenant est en train de manquer ce knowledge. Mais maintenant, vous allez vous demander maintenant comment vous allez faire pour vous développer. Parce que les dirigeants que vous êtes en train de voter et tous ces gens qui sont en train de diriger vos pays, ce sont des gens qui sortent de la même population. C'est-à-dire que si vous analysez aujourd'hui la situation de l'Afrique, vous allez voir que beaucoup de pays sont dirigés par des gens qui n'ont pas assez de compétences. Et les gens qui ont les compétences pour diriger les pays se retrouvent à l'extérieur des pays. Donc ça, c'est un phénomène qu'on a développé, nous les Africains, pendant plusieurs années, pendant plusieurs décades. Et ça, c'est ça la situation que nous, on doit être en mesure de renverser. Et vous allez vous poser peut-être la question, comment on va faire pour renverser cette situation? Comment on va faire que les Africains qui ont le knowledge, les Africains qui ont les compétences, puissent commencer maintenant à diriger le continent africain ou bien la République démocratique du Congo?
Et ça, c'est un challenge qui est vraiment très difficile parce que on entre maintenant dans un cercle vicieux. C'est ce qu'on appelle le catch-22. D'un côté, maintenant, pour que nous, les Africains qui sont dans la diaspora, puissions entrer et commencer à diriger le pays, du point de vue, parlons de gouvernement, du point de vue gouvernemental, on doit entrer dans les institutions. Pour le faire, nous sommes obligés d'entrer dans les institutions. Mais comment vous allez entrer dans des institutions qui sont dirigées par des gens qui sont incompétents? Parce que les gens qui sont incompétents vont vous bloquer, c'est eux qui dirigent les institutions. C'est là maintenant qui devient, c'est ça la situation au fait qui devient difficile en Afrique. Et tant que nous, les Africains, nous ne sommes pas organisés, ce sera vraiment difficile pour nous pour trouver une solution à ce challenge. Pour se développer, on a besoin, comme je vous disais, vous avez la technologie et vous avez le leadership. Vous avez besoin de la technologie parce que la technologie représente l'innovation. Vous devez avoir des scientifiques, vous devez avoir des gens qui sont en mesure d'innover, de créer quelque chose de nouveau. Vous avez besoin du leadership pour la vision. Le leader, c'est lui qui va vous dire où vous devez aller, où votre pays doit aller. Et quand vous êtes en train de mixer ces deux ensemble, c'est là maintenant que vous êtes en train de parler de développement. C'est ça maintenant qui va emmener le développement en Afrique. Mais maintenant, comment on va faire dans la situation dans laquelle je suis en train de vous dire, où nous sommes dirigés par des gens qui sont pas très, bien, on va dire des gens qui ne sont pas compétents. Et ces gens sont là, ils ont bradé, par exemple, ils ont bradé toutes les richesses du pays, ils sont partout dans les institutions et vous n'arrivez pas à vous débarrasser d'eux. Et ici, je vous dis que à cause des systèmes africains, la seule façon vraiment que vous pouvez améliorer les choses, vous devez être en mesure de toucher à l'administration africaine. Vous devez être en mesure de toucher à l'administration congolaise et changer les choses dans tout ça. Le problème ici, comme je disais que vous êtes dans un catch-22, l'administration de tous ces pays, l'administration de la République démocratique du Congo, est dans la main des partis politiques. Ça veut dire que pour que les Congolais qui sont dans la diaspora puissent accéder à l'administration en République démocratique du Congo, la seule façon de le faire, c'est de pouvoir adhérer dans un parti politique. Si vous adhérez dans un si vous adhérez dans un parti politique à partir de la diaspora, le parti politique, hopefully, ils vont vous présenter pour les positions et c'est comme ça que vous allez entrer dans le gouvernement. Mais l'expérience nous montre que tous les Congolais qui étaient dans la diaspora, qui ont adhéré de cette façon, cette stratégie-là d'adhérer dans les partis politiques pour emmener le changement en Afrique, on a vu que l'expérience nous montre que ces Congolais, ces Africains, quand ils rentrent là-bas, ils font la même chose que les autres qui étaient là-bas. Donc, tous ces Congolais qui ont appris de l'étranger, qui ont appris de la diaspora, au fait, quand ils entrent dans les partis politiques et ils rentrent dans le pays, ils font la même chose que ceux qui n'étaient pas instruits comme eux sont en train de faire. Donc, il y a une sorte de level down. Donc, bon, j'ai pas envie d'utiliser un mot comme ça, ils sont en train de s'abrutir, mais c'est un peu quelque chose, c'est un peu ce phénomène qui est en train de se passer. Ils étaient compétents à l'étranger, beaucoup étaient compétents à l'étranger, ils ont travaillé pour des bonnes boîtes, mais quand ils adhèrent dans les partis politiques pour emmener le changement en République démocratique du Congo, vous allez trouver qu'il n'y a plus de cohérence. Ils ont perdu toute leur intégrité. Ils commencent à voler, ils commencent à commettre des crimes, ils commencent à briser la loi au lieu d'emmener le changement qu'ils ont appris à partir de l'extérieur. Donc ça, c'est une voie que nous avons déjà vue et on sait déjà que cette voie, la plupart du temps, ne marche pas. Donc on doit se poser la question maintenant, qu'est-ce que nous, on va faire? La sous-traitance, c'est la seule voie que les Congolais peuvent utiliser pour pouvoir essayer de changer les histoires dans l'administration. Si vous êtes à l'extérieur des institutions, vous devez vous concentrer sur la sous-traitance. Vous devez exiger d'abord que vos autorités puissent appliquer certaines lois sur la sous-traitance. Et quand ça ne se fait pas, vous devez vous organiser en groupe et marcher pour que vous ayez vos droits. Mais souvent, dans Son of Congo, je parle des solutions en dehors du gouvernement. Ça veut dire que s'il y a un blocus de ce côté, comme par exemple en République démocratique du Congo, ça fait un bon bout de temps que les autorités
n'applique pas les lois sur la sous-traitance. Comme je vous ai dit, quand vous avez des dirigeants qui ne sont pas intègres et toutes ces histoires, ils vont garder le système d'une certaine façon, d'un certain statu quo, pour que les autres qui ont la connaissance ne puissent pas entrer dans le système. Ça veut dire que la loi sur la sous-traitance, elle est bloquée même par le gouvernement lui-même. Ils ne veulent pas appliquer cette loi sur la sous-traitance. Donc, comment vous allez faire maintenant pour entrer comment vous allez faire pour changer les choses dans l'administration dans ce cas? Et c'est là que je dis souvent dans Son of Congo que la population africaine doit commencer à s'organiser. La population africaine doit faire quelque chose. Vous devez trouver des solutions en dehors de vos gouvernements. C'est la seule façon que vous pouvez défendre vos intérêts. C'est la seule façon que vous pourrez changer les choses en Afrique. Si vous attendez toujours que le gouvernement puisse trouver une solution à vos problèmes, ça sera vraiment très compliqué pour les Africains et ce continent ne va jamais se développer. Et comme je disais, quand vous êtes un pays ou bien une entreprise et vous n'arrivez pas à vous développer parce que vous n'avez pas ce knowledge, la seule option que vous avez vraiment, c'est ce qu'on appelle le outsourcing. Et c'est là que je dis même que le outsourcing, c'est la clé même du développement de l'Afrique, c'est la clé du développement de la République démocratique du Congo. Et la raison pour laquelle je dis que c'est la clé du développement de la démocratique du Congo, c'est parce que, comme je vous ai dit, vous n'avez pas les compétences. Si vous n'avez pas les compétences, c'est ça la seule possibilité que vous avez pour changer les choses dans vos pays. Et je vais vous dire peut-être comment ici ça fonctionne aux États-Unis pour vous donner peut-être l'exemple des entreprises. Quand vous êtes en train de parler de outsourcing, vous avez vraiment deux grandes options. La première option, c'est vous pouvez aller trouver des contracteurs. Ça veut dire que si vous êtes une compagnie congolaise, par exemple, vous êtes une compagnie comme la Régie des eaux, ou bien vous êtes une compagnie comme la SNEL, et vous avez envie d'améliorer vos opérations, la chose que vous pouvez faire, c'est aller trouver une compagnie qui fait le contracting. Vous pouvez trouver des compagnies à Kinshasa qui ont des gens euh, qui font un peu le contracting, ça veut dire que vous allez les approcher, eux, ils vont vous donner les personnes, les compétences dont vous avez besoin. Disons que la Régie des eaux a besoin d'un technicien, a besoin d'un comptable et a besoin, disons, de certains managers. Vous pouvez partir dans la contracting firm, une compagnie qui fait le contracting, et cette personne va vous envoyer un employé qui va faire ce travail pour vous. Donc, ce sera un technicien, eux-mêmes, ils vont faire l'interview, et ce sera un technicien, ce sera un manager qui va travailler pour eux, mais il sera assigné ou bien il sera envoyé à la SNEL ou à la Régie des eaux pour faire son travail quotidiennement. Mais la SNEL et la Régie des eaux ne sont pas responsables directement pour son salaire. La Régie des eaux paye la compagnie XYZ peut-être 60 000 dollars pour cet employé. Et la compagnie, là, va gérer l'employé de sa propre façon. Vous allez voir que la contracting firm va peut-être donner à l'employé quelque chose comme 30 000 dollars ou bien 40 000 dollars. Et le 20 000 dollars de dessus, eux, ils vont faire le bénéfice avec. Et la Régie des eaux, dans tout ça, eux, ils ont dépensé seulement 60 000 dollars et ils n'ont plus d'autres dépenses à faire parce qu'ils ont utilisé un contracteur. Mais ce contracteur-là, c'est un employé de la Régie des eaux. Il doit venir le matin, travailler comme tous les autres employés de la Régie des eaux. Et ça, c'est la différence maintenant entre le contracting et ce qu'on appelle le consulting. Le consulting, maintenant, c'est un peu le même concept, mais c'est quelque chose de différent. Ici, la Régie des eaux, maintenant, va présenter un problème. Il va dire que moi, j'ai un problème, je n'arrive pas à gérer mes opérations, je n'arrive pas à gérer mon système informatique, je n'arrive pas à gérer mon système de comptabilité et j'ai besoin maintenant de l'aide d'un consultant. C'est là maintenant que vous allez voir que ces compagnies comme la Régie des eaux peuvent approcher notre compagnie qui est ce qu'on appelle un management consulting firm. Les management consulting firms, ce sont des compagnies qui sont de consultants. Eux, ils engagent des consultants, les gens qui ont terminé avec des MBA et tout ça. Les compagnies qui sont prestigieuses, les grandes compagnies de consulting, souvent, c'est celles qui sont concentrées sur ce qu'on appelle
management consulting ou bien strategy consulting. Eux, c'est la stratégie de la compagnie, la vision de la compagnie. Donc, eux, ils prennent ils résolvent les problèmes au niveau du management, du upper management de la compagnie. Et c'est pour ça que ces compagnies sont des compagnies prestigieuses parce que c'est eux vraiment qui vont venir, ils vont envoyer leurs employés et c'est eux qui vont vous apprendre comment gérer la régie des eaux, comment gérer la SNEL et tout ça. Ils vont faire un peu un petit takeover. C'est-à-dire que si dans la régie des eaux, votre problème c'est la comptabilité et les ressources humaines, eux, ils vont venir avec leurs experts de ressources humaines et comptabilité et ils vont prendre toutes ces histoires en charge, ils vont implémenter leur propre système et donc ils vont venir dans le compte d'un projet pour répondre à votre problème. Et les gens qui vont envoyer, c'est eux qu'on appelle des consultants. Et quand vous travaillez pour un consultant, c'est un peu différent que quand vous êtes en train de travailler en tant que contracteur. Parce que le consultant, eux, ils sont vraiment à l'aise. Ils ont des KPI différents, donc ils sont évalués différemment. Un consultant peut aller à une compagnie. Moi, j'ai fait le consulting, j'ai fait même le consulting dans 3 compagnies. J'ai fait aussi le contracteur. Avant, j'étais un contracteur vraiment au début de ma carrière. C'est ça qui m'a aidé à entrer même dans la technologie après mes études. Et après ça, quand j'ai eu mon MBA, c'est là que je suis, ou bien quand j'étais en train de poursuivre mon MBA, c'est là que je me suis lancé dans le consulting. Et c'est au fait pour répondre aux problèmes d'une compagnie. Et ça, c'est un bon métier pour tous ceux qui se disent gnosologues. Parce que, en fait, quand vous êtes un consultant dans une compagnie, moi, je suis consultant dans une compagnie qui est forte dans le digital. J'ai travaillé pour l'une des grandes compagnies dans le digital, dans le consulting. Et même maintenant, c'est une grande compagnie de digital dans le domaine de consulting. Donc, quand vous faites le consulting, et ici, comme je disais aussi, on est dans Son of Congo, donc on parle d'éducation pour la jeunesse. Quand vous êtes en train de parler de consulting, c'est important que vous puissiez toucher à des histoires comme des MBA et que vous ayez un knowledge qui est quand même dans plusieurs domaines. Ne vous focalisez pas seulement, si vous êtes par exemple dans la finance, ne vous focalisez pas seulement sur la finance. Beaucoup de métiers maintenant dans la finance demandent que vous puissiez connaître des histoires dans la technologie. Il y a beaucoup de gens qui sont des financial analysts ou bien il y a 10 ans, il y a 5 ans, on ne le disait pas, leur job requirement, euh, les requirements, les conditions pour avoir ce travail. Ne demandez pas que vous puissiez connaître la technologie. Vous avez étudié la finance au collège, vous avez étudié l'économie au collège, c'était tout. Mais maintenant, vous êtes en train de voir, quand vous regardez les résumés, les job descriptions, vous allez voir que la plupart des employeurs maintenant sont en train maintenant de demander des gens qui connaissent la finance et qui connaissent aussi la technologie. Et quand vous connaissez les deux en même temps, c'est plus facile pour vous de trouver des boulots. Donc, quand vous êtes un étudiant congolais et vous êtes en train de penser aux études, pensez toujours à mélanger la technologie à n'importe quel domaine que vous avez, que ce soit la finance ou bien la médecine. Essayez de lancer la technologie dans tout ça. Bon, peut-être pas la médecine, mais quand vous êtes dans la finance, l'économie, tous les métiers là qui ne sont pas des spécialisations, essayez d'ajouter la technologie à côté. Vous allez voir que ça sera quelque chose qui sera vraiment, ça va arranger votre profil. Vous aurez des jobs plus facilement. Si vous pouvez aller pour un MBA, ça va vous aider à trouver des travails dans le consulting. Mais comme je disais, les gens qui sont des gnosologues, ça, ce sont des métiers pour vous parce que dans le consulting, moi, par exemple, je suis un consultant et le consulting ici, quand je suis engagé en tant que consultant, on m'envoie chez les clients. Et c'est comme ça dans tous les jobs de consulting que j'ai eu. Je devais aller chez les clients et quand on arrive dans le client, on arrive dans le compte d'un projet. Et le projet, il est très bien défini. On a un système qu'on doit supporter et on le supporte d'une certaine façon. Si le client n'a pas de problème avec son système, nous, on ne fait pas, on fait notre travail de routine. Ça veut dire que vous pouvez être chez le client comme ça. Moi, il y a une compagnie où mon client, il était dans un autre état.
Ça veut dire que selon le contrat qu'ils avaient signé entre la consulting firm et le client, on devait être chez le client dans leur headquarter. Par exemple, disons que, je vais vous donner peut-être l'exemple de la Régie des eaux encore. Disons que je travaille pour une consulting firm XYZ et on a gagné, cette compagnie a gagné un contrat dans un projet avec la Régie des eaux. Et la compagnie de XYZ, disons qu'elle est quelque part installée à Kikwit. Donc, ça veut dire que notre headquarter, notre maison mère, notre base se trouve vraiment à Kikwit, qui est une autre ville à l'extérieur de Kinshasa. Donc, quand vous êtes là-bas et vous gagnez un contrat à Kinshasa, nous, maintenant, en tant que consultant, la compagnie XYZ va vous dire que vous devez être chez le client à Kinshasa, à la Régie des eaux, disons peut-être de lundi à jeudi. Et vendredi, samedi, dimanche, vous n'êtes pas obligé de travailler à partir du client. Ça veut dire que vous pouvez rentrer maintenant à Kikwit et travailler maintenant à partir du bureau de la compagnie, à partir de Kikwit. Et le week-end, souvent, vous ne travaillez pas. Donc, c'est un peu comme ça les schedules des consultants. Et c'est la compagnie qui paye pour les voyages. Chaque semaine, quand je quitte pour aller, dans ce cas, Kinshasa, c'est la compagnie qui est en train de payer. Et quand je reste dans les hôtels de Kinshasa, c'est la compagnie qui paye. Je loue une voiture à Kinshasa, c'est la compagnie qui paye. Les per diem, la compagnie me donne les per diem, quelque chose comme $50, $60 chaque jour pendant que je suis à Kinshasa. Donc, le consulting, c'est quelque chose vraiment qui est vraiment très intéressant. Et même quand vous êtes quand vous parlez en termes de job security, je sais que ici, c'est pas une émission de consulting, mais parlons un peu de ça. Quand vous êtes en train de parler en termes de job security, le consulting est quelque chose encore de très intéressant parce que dans le cas que je vous ai montré, si vous êtes en train de travailler pour la Régie des eaux, si la Régie des eaux a des difficultés, disons par rapport au Covid ou bien la guerre en Ukraine ou bien des histoires comme ça, et elle décide de laisser les gens, de virer elle décide de virer ses employés, elle va commencer d'abord par les employés qui travaillent directement par la Régie des eaux. Parce que comme je vous disais, la Régie des eaux paye beaucoup pour ses employés. Donc, les employés, souvent, les contracteurs, eux, ils partent facilement parce que vous essayez quand même de garder vos employés. Vous allez d'abord commencer par chasser les contracteurs et après, vous serez obligé de chasser même vos propres employés. J'ai été dans des contrats où vous avez des compagnies qui ont chassé des employés et qui ont gardé les consultants, la compagnie de consulting. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très bien quand vous êtes en train de parler en termes de job security. Ça veut dire que pour que vous puissiez perdre votre boulot, non seulement on doit vous chasser à la Régie des eaux, donc le manager, parce que vous travaillez toujours avec des responsables de la Régie des eaux, parce que vous n'êtes pas de la compagnie, il y a toujours des gens qui sont au-dessus de vous, à qui vous devez reporter. Donc, si ces gens-là disent que vous ne faites pas un bon travail, ils vont vous virer. Ils disent qu'on n'a plus besoin de vous, rentrez dans votre compagnie. Et c'est là que vous allez rentrer dans la compagnie XYZ. Dans la compagnie XYZ maintenant, si vous n'avez pas un autre contrat quelque part d'autre à Lubumbashi ou bien même à Kikwit, vous allez rester dans ce qu'on appelle le bench. Ici, on appelle ça en termes de consulting, on appelle ça le bench. Ça veut dire qu'au Vandin à banc de touche, tu vas rien faire, tu n'as pas de contrat. Mais malgré que tu es dans le banc de touche là, et il y a des compagnies de consulting qui vous permettent de rester dans le banc de touche pendant 4, 5, 6 mois. Pendant que tu es dans ce banc de touche là, tu es toujours payé par la compagnie XYZ. Ils te payent comme un employé normal et quand tu es dans cette compagnie, tu es en train d'essayer de trouver d'autres contrats chez d'autres clients. Donc, c'est un peu un genre de compétition dans la compagnie même de consulting où vous êtes obligé même de trouver, en tant que consultant, vous êtes obligé de trouver des nouveaux projets dans la compagnie même. Donc, le consulting, c'est quelque chose vraiment de très intéressant. Et si tu n'arrives pas à trouver de projet dans la compagnie, c'est là qu'on va te virer. Donc, quand vous êtes dans une compagnie de consulting, c'est vraiment un job qui est vraiment stable comparé, par exemple, à si vous travaillez directement avec une grande compagnie comme Apple, Google, et on vous vire et vous partez directement. Ici, vous voyez que vous avez quand même un job security, malgré que les autres là payent beaucoup d'argent, mais on parle seulement de job security. C'est quelque chose qui vous aide vraiment.
Donc, c'est là maintenant que vous allez voir que le consultant, quand il vient maintenant, il vient apporter maintenant sa connaissance. Moi, la raison pour laquelle on m'engage, je suis entré dans le consulting, bien pour laquelle on m'engage souvent dans l'histoire de consulting, c'est parce qu'ils savent que cette personne a étudié la technologie. Cette personne a étudié le coding, le programming. Cette personne a étudié le project management. Cette personne a étudié la finance et cette personne a fait ça, 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 ça. Et quand ils voient toutes ces compétences, ils se disent que ça, c'est un asset pour eux. Donc, ils peuvent vous engager et ils peuvent vous envoyer dans plusieurs projets. Les projets, là, quand on t'envoie dans le projet, tu ne connais pas les projets. C'est là que vous voyez que, quand vous dites que pourquoi vous croyez que vous êtes signostologue, c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé pour plusieurs projets. J'ai un projet où j'ai travaillé pour des gens qui étaient dans le healthcare, dans le gouvernement. Moi, je ne suis pas dans le gouvernement healthcare, mais on avait des systèmes à l'intérieur. J'ai travaillé pour des gens qui étaient dans le pétrole, donc dans les raffineries, des histoires comme ça. Et je n'ai pas d'expérience dans les raffineries, mais ils ont des systèmes informatiques qu'on est en train de supporter. J'ai travaillé pour d'autres qui étaient dans les pharmacies. Donc, vous êtes quand même exposé dans plusieurs industries et c'est ça qui emmène quand même votre valeur, ça booste quand même votre profile et chaque fois que vous allez travailler, vous travaillez 6 mois ici, 7 mois ici, 8 mois ici pour ce client, vous commencez à apprendre beaucoup de choses. Et vous n'avez pas besoin de connaître toutes ces choses si vous vous posez la question. En tant que consultant, eux, ils se disent qu'il connaît ce qu'il connaît, il a fait ses études. Si on l'emmène chez ce client-là, vous allez le montrer c'est quoi le problème, vous allez lui montrer le système et il va savoir c'est quoi ce qu'il va faire pour supporter ce système. Donc, c'est quelqu'un que vous avez engagé qui a assez de knowledge pour répondre à plusieurs problèmes dans le domaine de l'informatique pour plusieurs clients. Donc, c'est ça quelque chose qui est vraiment powerful qu'un consultant peut amener. Et ce sont ces deux manières-là vraiment que vous pouvez utiliser pour fixer l'administration en République démocratique du Congo, pour fixer l'administration en Afrique. Mais maintenant, comme je dis, on rentre encore dans notre émission du jour. Comment vous allez le faire pour emmener la même chose en République démocratique du Congo? Pour faire ça dans l'administration, vous devez être dans les partis politiques. Ce que je trouve que les Africains ne font pas, c'est utiliser les concepts que eux-mêmes ils ont appris. Ici, par exemple, on est en train de parler des Africains qui sont dans la diaspora. Vous avez sûrement des amis qui sont dans la technologie, vous avez d'autres qui sont des juristes, vous avez d'autres qui sont des docteurs. Si vous êtes, vous tous, en République démocratique du Congo, disons que vous tous, vous vous retrouvez au Congo et que vous n'êtes pas dans la diaspora. Peut-être que vous avez fait des études à la diaspora, mais maintenant vous vous retrouvez, vous tous, au Congo et vous avez toutes ces compétences-là. Vous ne voulez pas entrer maintenant dans les partis politiques pour être influencé par les partis politiques et tout ça, mais vous n'avez pas, vous trouvez quand même impuissant parce que vous n'arrivez pas aussi à entrer dans l'administration parce que, comme je disais, les gens qui sont en train de gérer ça sont en train de bloquer votre accès. Ce que vous devez faire dans la population africaine, la population congolaise, ce que vous devez faire, c'est vous organiser vous-même. Si vous comptez d'abord entrer dans le gouvernement, vous devez exiger à vos autorités d'appliquer ces lois sur la sous-traitance. Mais si elles ne le font pas, vous-même, vous devez commencer à trouver vos solutions à vos problèmes. En Afrique, par exemple, quand moi je pars en République démocratique du Congo, vous allez voir qu'il y a beaucoup de problèmes des Congolais. Les Congolais, il y a des Congolais qui ont des problèmes à gérer leur pharmacie. Vous allez voir que dans la plupart des business qui sont en République démocratique du Congo, rouler en voiture, passer à Gombe, passer dans les quartiers, Bandal, partout où vous serez, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté. Toutes ces entreprises que vous voyez, ce sont des entreprises en difficulté. Mais vous avez des Congolais qui viennent de la diaspora, qui sont en République démocratique du Congo, qui ont le knowledge, qui n'arrivent pas à trouver des boulots parce qu'eux, ils n'arrivent pas à accéder aux partis politiques. Au lieu de se concentrer sur la population et se concentrer sur eux-mêmes, au lieu de se concentrer sur leurs autres amis, mettez-vous ensemble, créez des structures et commencez à faire maintenant le consulting, commencez maintenant à faire le outsourcing pour toutes ces compagnies qui sont à Kinshasa, qui sont en train de struggle. Vous avez beaucoup de gens qui ont des hôtels, beaucoup de gens même qui ne sont pas des politiciens, qui ont des hôtels.
allez là-bas et proposez-les une solution. Dites-les que vous allez mieux manager leurs hôtels, vous allez leur donner un plus grand return dans leur investissement. Montrez-les des papiers parce que vous avez étudié toutes ces choses. Montrez-les que vous pouvez implémenter un système informatique dans leur pharmacie pour les aider. Ce ne sera pas des grands contrats comme les passations de marché du gouvernement, mais ce sont des contrats qui sont assez pour vous permettre à gagner de l'argent, vous permettre à avoir un pouvoir d'achat. Le problème avec la population africaine, le problème avec la population congolaise, c'est que vous n'avez pas de pouvoir d'achat. Et vous devez trouver une façon comment vous allez créer ce pouvoir d'achat. Et la seule façon pour vous, quand vous êtes à l'extérieur du gouvernement, de créer ce pouvoir d'achat, c'est de commencer à travailler entre vous et commencer à réunir vos forces pour commencer à trouver des solutions aux problèmes de la société. Quand vous êtes réunis comme ça, vous commencez à trouver des solutions aux problèmes de la société, vous allez commencer à vous faire de l'argent et vous allez commencer à grandir vos structures. Il y a par exemple aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais qui parlent de euh, quelque chose, une coopérative qu'ils ont créée, une coopérative de Mabélé. C'est une coopérative où les gens, vous êtes en train de vendre un peu des histoires locaux. Mais il y a dernièrement, j'ai suivi un des responsables de cette coopérative dire qu'ils ont besoin de financement. Et lui, ce qu'il disait, il dit que le gouvernement congolais, ce qu'eux cherchent, hein, un de leurs objectifs, c'est que le gouvernement congolais puisse mettre quelque chose comme 30 millions de dollars pour qu'il puisse recréer Mabélé, cette idée de Mabélé dans plusieurs territoires. Et c'est ça qui va emmener des richesses. Et ici encore, c'est quelque chose que moi, je vais parler aux entrepreneurs africains et dire que dans l'entrepreneuriat, vous n'êtes pas obligé de tous suivre la même voie. Les gens cherchent toujours à scaler leur opération trop rapidement. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de chercher à grandir trop rapidement, au lieu de chercher à grandir progressivement. Et ici, vous avez quelque chose comme Mabélé. Ici, il y a quelque chose aux États-Unis qu'on appelle the proof of concept. Le proof of concept, c'est un peu, en termes simples, ça veut dire que vous devez prouver que la solution que vous avez emmenée dans la société est une solution qui fonctionne, qui marche. Et c'est souvent en termes de l'impact que ça a dans la société. C'est pas toujours en termes de profit, d'argent, mais vous devez un peu regarder l'impact. Par exemple, comme Facebook. Facebook, c'est une compagnie qui a été créée, qui était en dette pendant plusieurs années. Les premières années de Facebook, la compagnie était toujours en dette. Mais comme je disais dans les autres épisodes de Son of Congo, la dette, c'est un asset. Quand vous avez la dette, c'est quelque chose qui peut être mesuré. Et Facebook avait une dette parce que Facebook était free, était gratuit. Donc, toutes ces histoires qui sont en train de payer pour les serveurs, qui sont en train de payer pour maintenir cette opération-là, cette application de Facebook, ça demande beaucoup d'argent. Mais Facebook est gratuit. C'est-à-dire que Facebook est en train de perdre de l'argent et les investisseurs, eux, ils aiment où l'argent est en train d'être perdu. C'est-à-dire qu'en République démocratique du Congo, quand vous voyez les investisseurs venir, ils sont intéressés à venir parce qu'ils voient comment le Congo est en train de perdre de l'argent. Moi-même, quand je vous dis que le Congo a beaucoup d'opportunités, c'est vraiment la terre des opportunités, c'est parce que vous êtes en train de voir combien le pays est en train de perdre de l'argent. Vous êtes en train de voir le chaos et l'anarchie dans la gouvernance. Et tout ça, c'est une opportunité pour les businessmen. Mais vous devez maintenant être en mesure de mesurer maintenant votre opportunité. Vous devez connaître les pros versus les cons. Donc les pour versus les contre. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez être en mesure d'analyser en tant qu'entrepreneur avant de vous lancer dans tout ça. Mais comme je disais, quand vous êtes en train de perdre de l'argent, vous avez quelque chose qui est en train de perdre de l'argent. Si vous analysez bien cette chose, vous serez en mesure de récupérer ça et faire de l'argent avec. Donc, c'est un peu la même chose avec Facebook et toutes ces histoires. Vous voyez que ce sont des compagnies qui sont en train de perdre de l'argent. Et c'est là que vous voyez que quand vous mettez de l'argent à l'intérieur, ça va leur permettre de grandir. Mais des histoires comme les coopératives de Mabélé, est-ce que vous êtes en train de perdre de l'argent?
est-ce que Mabélé, aujourd'hui, cette coopérative a besoin d'un financement du gouvernement? Si vous avez besoin d'un financement du gouvernement, ça veut dire que vous n'êtes pas en train vous n'êtes pas profitable, vous n'êtes pas rentable. Si vous n'êtes pas rentable, ça veut dire que le proof of concept n'a pas marché. Le concept que vous êtes en train d'implémenter n'a pas marché. Ça veut dire que vous n'êtes pas rentable. Et moi, je suis sûr que cette coopérative de Mabélé est rentable. En tout cas, si ils ont bien fait leurs calculs, ils doivent être normalement rentables. Et si vous êtes rentable, pourquoi vous cherchez un financement du gouvernement? Parce que le gouvernement ne va pas venir se lancer à l'intérieur for free. Le gouvernement va venir et va prendre une part de votre compagnie. Et ce que les entrepreneurs africains doivent commencer à comprendre est que, en tant qu'entrepreneur, vous devez toujours commencer à protéger votre equity. Ne laissez pas d'autres personnes venir prendre des parts de votre compagnie seulement pour le plaisir, parce que tout le monde est en train de chercher des financements. Vous aussi, vous voulez chercher des financements. Non, ne faites pas ça. Si vous voulez chercher des financements, vous êtes des économistes, trouvez une autre façon de pouvoir raise l'argent. Il y a des histoires comme les GoFundMe, il y a des histoires comme les crowdfunding, des histoires où les gens vous donnent l'argent sans contrepartie. Le gouvernement, s'ils entrent dans le truc de Mabélé, ils vont demander aussi leur contrepartie à l'intérieur. Donc, vous donnez une partie de votre compagnie inutilement au gouvernement quand vous pouvez vous contenter de votre petit profit, grandir petit à petit, implémenter des nouvelles façons de récolter l'argent et grandir à l'extérieur, vraiment indépendamment du gouvernement. Les Congolais et les Africains ont eu cette tendance-là de chercher le gouvernement, chercher un appui du gouvernement. L'appui du gouvernement, c'est bien, mais quand c'est bien seulement pour ceux qui n'ont pas les moyens. Une fois que vous avez les moyens, vous avez votre ferme, vous avez votre ça, vous êtes rentable, il faut commencer à évaluer l'aide que vous êtes en train de recevoir. Si cette aide-là vient avec des contreparties, ne prenez pas cette aide parce que c'est mieux pour vous de garder votre equity. Regardez la Gécamine, elle a perdu toutes ses equity en train de vendre cette equity à d'autres personnes. Et aujourd'hui, les taux sont en train d'augmenter de cuivre des matières premières et les Congolais, dans des bénéfices de 30 milliards de dollars, vous voyez que le Congo est en train de gagner seulement 600 millions de dollars. C'est parce que le Congo a perdu les equity. Vous aussi, les entrepreneurs congolais, ne faites pas la même erreur. Quand vous avez des histoires des compagnies comme les coopératives ou bien d'autres compagnies et vous êtes rentable dans vos opérations, ne cherchez pas le financement des banques ou bien du gouvernement congolais. Ils vont venir prendre votre equity. Si Mabélé devient un $30 billion industry et vous êtes arrivé là-bas grâce au gouvernement congolais, mais c'est eux qui vont vous faire totalement faillite parce que ce gouvernement-là, ce sont les mêmes incompétents. Bon, ce sont les mêmes gens qui dirigent le pays qui n'arrivent pas à faire remonter les choses. Et vous allez laisser ces gens investir dans votre compagnie. Vous voyez que c'est quelque chose que les Africains, surtout ceux qui sont dans le business, doivent vraiment se calmer quand vous êtes en train de chercher le financement. Et même le financement étranger. Hein. Vous avez vos petits startups en Afrique et tous ces startups sont en train de chercher à aller prendre des financements étrangers quand en vérité ils n'ont pas besoin de tous ces financements. Tous ces startups peuvent se développer d'eux-mêmes. Ça va prendre un peu plus de temps, mais ils peuvent se développer. Vous devez seulement arriver au niveau où vous pouvez avoir ce proof of concept. Quand vous avez ce proof of concept dans le cas des entrepreneurs, ça va vous aider ça va vous ouvrir plusieurs portes. Vous pouvez faire ça, vous pouvez atteindre vos objectifs de vous-même si vous avez ce proof of concept. Si vous êtes maintenant dans le outsourcing, parce qu'on est en train de parler du outsourcing, vous êtes en train d'aider ces pharmacies et tous ces autres employeurs dans la ville, à Kinshasa, à améliorer leurs opérations. Vous partez là-bas, vous trouvez un ligablo, vous approchez le ligablo avec vos amis, vous dites que nous, on peut manager ce ligablo pour vous et on trouve que vous nous donnez même votre location. On a un petit fonds qu'on peut mettre ensemble, on va investir dans cette location et on trouve qu'on peut grandir ce ligablo et improver vos opérations.
vous aurez 10%, 20%, 30%, et nous, on aura notre bénéfice de ça, 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 ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est quelque chose que les Congolais doivent commencer à faire entre eux. Congolais à Congolais. On ne dit pas Congolais, le gouvernement, on ne dit pas public-privé. Ici, je suis en train de parler de privé-privé. Les Congolais qui ont les compétences, qui sont en Afrique, qui n'arrivent pas à trouver accès au gouvernement, mettez-vous ensemble, mettez vos compétences ensemble. Vous avez des juristes, vous avez des comptables, vous avez des gens qui connaissent la technologie. Mettez-vous ensemble, créez une structure de outsourcing. Soit vous faites le contracting, soit vous faites le consulting. Vous faites les deux là. Si vous n'arrivez pas à trouver des marchés à la SNEL, vous allez approcher la SNEL et dire que vous pouvez manager peut-être leurs ressources humaines et que vous allez leur trouver des meilleurs clients et vous allez mettre vraiment de l'ordre dans leurs ressources humaines. Si vous n'arrivez pas à trouver ce marché auprès de la SNEL, parce que comme je disais toujours, c'est la politique, vous aurez quand même, vous avez quand même ce moyen de trouver des gens dans la population. Trouver des privés. Il y a des gens qui ont des ligablos, il y a des gens qui ont des pharmacies, il y a des gens qui ont des petites, il y a des gens qui ont des immeubles, qui ont des appartements. Il y a tous ces gens-là. Organisez-vous, partez chez ces gens-là, arrangez, proposez-les une solution. On va faire ça, 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 ça. Une fois que vous avez arrangé ou bien vous avez un client qui est satisfait, ce client-là va vous faire des feedbacks, il va vous faire des reviews. Mettez ça dans votre site et commencez à gagner des clients dans le milieu privé. C'est là maintenant que vous allez montrer maintenant, les autorités vont voir maintenant qu'il y a un groupe de Congolais dans le outsourcing qui a fait leur proof of concept et ils ont montré qu'ils ont pu relever plusieurs entreprises locales en République démocratique du Congo ou bien même à Kinshasa. Ça, c'est un proof of concept que aucun Congolais, jusqu'aujourd'hui en 2023, peut démontrer aujourd'hui au gouvernement congolais. Tous les Congolais qui sont dans le privé regardent vers le gouvernement. Et nous tous qui sommes dans la diaspora, nous sommes quand même un peu impuissants. Je disais comment c'est difficile pour la diaspora d'impacter les choses localement quand vous avez des responsabilités dans la diaspora. Donc ça, c'est une situation, c'est un catch-22, c'est un cercle vicieux dans lequel on est en train de se retrouver en Afrique. Et notre développement vraiment est vraiment difficile. Parce que c'est que les autorités font, c'est que les autorités qui n'ont pas, les gens qui n'ont pas ces compétences, qui sont en train de nous diriger, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de chercher la voie la plus facile. Eux, ils sont en train de payer maintenant, comme je vous dis, il y a deux choix. Soit vous allez développer les propres compétences vous-même, en faisant appel à votre diaspora qui est à l'étranger, et les donner des marchés dans le gouvernement ou bien dans le public. Soit vous allez prendre les diasporas qui sont dans votre pays et les donner des marchés, leur permettre de gagner de l'argent dans les marchés. Mais les dirigeants africains ne font pas les deux. Eux, ce qu'ils font, ils prennent l'argent du contribuable congolais, du contribuable africain, et eux, ils vont payer maintenant les étrangers pour que ces étrangers viennent maintenant en République démocratique du Congo, installer leurs compagnons en République démocratique du Congo. Ces mêmes dirigeants ne vont pas implémenter ou bien ne vont pas renforcer les lois sur la sous-traitance. Ces mêmes Congolais, ils n'auront jamais le proof of concept, même pour travailler pour ces expatriés qui viennent ou bien ces étrangers, ces partenaires qui viennent en République démocratique du Congo. Donc vous êtes dans une situation où le gouvernement donne l'argent aux étrangers, les étrangers viennent dans votre pays en train de travailler dans votre pays, le gouvernement n'applique pas les lois sur la sous-traitance et quand ces étrangers ont besoin des contracteurs et des consultants, ils partent encore dans leurs pays européens, leurs pays étrangers, ils prennent leurs propres consultants, venir avec eux. Vous êtes en train d'appauvrir le peuple congolais, vous êtes en train d'appauvrir les Africains. Et les Africains, dans tout ça, vous êtes contents. Vous êtes contents que, bon, je ne vais pas citer des noms, mais vous êtes contents que toutes ces compagnies sont en train de venir et s'installer chez vous et vous, vous êtes en train de dire comment vous ne gagnez pas les marchés. Vous avez tous les représentants de la FEC qui sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à gagner les marchés. Mais comment vous n'arrivez pas à gagner les marchés? Parce que vous êtes la FEC. Vous êtes supposé avoir toutes les entreprises de la République démocratique du Congo.
Pourquoi les entreprises qui sont dans la FEC ne travaillent pas avec les entreprises de la FEC? Pourquoi tous les gens qui sont dans la FEC cherchent toujours à travailler avec le gouvernement? C'est ça qui est un peu bizarre. Et pourquoi il n'y a pas une autre FEC? Il y a seulement une seule FEC. Il n'y a personne qui a créé une FEC privée où les gens travaillent d'une façon un peu différente, ou qui est vraiment un vrai pouvoir, parce que la FEC, en fait, c'est supposé être un fort lobby congolais. La FEC que vous voyez en République démocratique du Congo, la Fédération des entreprises congolaises, c'est supposé être un lobby congolais très puissant. Et je ne comprends pas pourquoi c'est pas un lobby congolais très puissant. Et la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que j'ai vu les dirigeants se plaindre que les marchés sont en train d'aller chez les partenaires, mais pas chez les gens de la FEC. Et c'est ça qui est un peu quelque chose qui est vraiment très bizarre. Donc les Congolais, cherchez un peu à travailler entre vous. Cherchez d'abord à prouver votre... Avant que vous regardiez vers le gouvernement, montrez un peu votre proof of concept. J'ai envie que la FEC me montre d'abord, ou bien tous les gens qui sont les entrepreneurs congolais, montrez d'abord votre proof of concept, montrez ce que vous pouvez faire. Et faites ça entre vous. Essayez de voir comment vous pouvez électrifier vos maisons, comment vous pouvez innover, comment vous pouvez vous supporter entre vous. Il y a des Congolais qui font la ferme, il y a des Congolais qui font le café, il y a des Congolais qui font des drones, il y a des Congolais... il y a des conflits. Et il y a des Congolais qui sont en train de faire des drones. Beaucoup de gens cherchent des 1 million de dollars pour acheter des drones qui ont des bombes. Mais vous pouvez construire des... Si vous mettez assez de Congolais ensemble qui connaissent la technologie, ils peuvent utiliser un simple drone et mettre même une grenade dessus. Ça, c'est quelque chose que la technologie vous permet. C'est créer un robot. Il y a beaucoup de Congolais qui connaissent les robots. Il y a beaucoup de Congolais qui s'en connaissent dans le robot. Le drone, c'est un robot. Et pour voler quelques kilomètres et déposer une grenade, c'est difficile. C'est la volonté. Si vous-même, entre vous les Congolais, vous pouvez mettre cet argent ensemble, même dans le privé, c'est quelque chose que vous pouvez emmener et même proposer à votre gouvernement. Dire que nous, notre association des Congolais, on a créé ce drone ici qui peut prendre une grenade, voler avec, arriver sur un territoire, un target et déposer, seulement lâcher la grenade. Donc, c'est seulement ça. Est-ce qu'il y a un Congolais qui a présenté cette solution au gouvernement congolais ou bien aux forces armées du Congo? Mais tout le monde est en train de regarder vers le gouvernement, tout le monde attend un financement. Vous attendez, vous êtes arrivé dans un niveau maintenant qu'on parle de catch-22, un cercle vicieux. Les Congolais maintenant attendent le financement avant même le proof of concept. Comment vous pouvez comprendre ça? Vous avez une idée, vous écrivez un business plan et vous attendez déjà, vous voulez un accompagnement du gouvernement. Sans proof of concept, vous n'avez fait aucun effort de vous-même. Vous n'avez même pas prouvé que vous pouvez vous taper 50 clients de vous-même. Mais vous voulez déjà découvrir ou bien que vous êtes rentable même dans vos opérations. Vous allez voir que vous aurez 50 clients, mais vous êtes en train de perdre de l'argent parce que vous n'arrivez pas à manager. Mais montrez vraiment que vous avez 50 clients, que vous avez 100 clients et que vous êtes rentable et que vous êtes en train de croître. C'est là maintenant que vous allez maintenant dans les banques, c'est là que vous approchez le gouvernement. Le gouvernement va voir que vous êtes en train de croître, le gouvernement va voir que vous avez seulement besoin d'un appui financier et vous, là, maintenant, vous serez maintenant en mesure de négocier dans une position vous ne serez pas dans une position de faiblesse. Vous serez maintenant dans une position où vous pourrez dire que non, on a besoin seulement de ce montant ici, pas plus, pas moins, et on ne va rien vous donner en contrepartie. Si on doit vous payer, on va vous payer, mais vous n'aurez aucun droit ou bien aucun equity sur notre compagnie. Et si vous refusez ce deal, Bovandi Nabino, nous, on va continuer et on va croître normalement parce qu'on sait comment manager nos opérations. Donc, le financement que vous êtes en train de chercher, ça doit être un appui. Ça doit pas être, le financement ne doit pas être ce qui doit vous permettre à vous lancer dans vos opérations. Ça doit être un appui
après que vous ayez prouvé ce proof of concept. Donc, comme je dis toujours, la stratégie vraiment pour développer l'Afrique, c'est vraiment pour les dirigeants africains de pouvoir faire retourner la diaspora en Afrique. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, le gouvernement continue toujours à s'engager. Le gouvernement continue à faire des business malgré que l'administration est mauvaise. Et ça a des conséquences graves parce que le gouvernement maintenant se trouve dans une situation, c'est un peu comme si vous avez une voiture qui ne fonctionne pas très bien, mais vous êtes en train toujours d'ajouter des histoires sur cette voiture. La voiture ne fonctionne pas très bien, mais vous êtes en train de faire des réparations sur le rétroviseur, vous mettez de l'argent sur les pneus, vous mettez de l'argent sur la carrosse, sur la peinture. Mais quand vous savez que le vrai problème de cette voiture, c'est le moteur. Donc, il y aura un moment où ce moteur-là va tomber et la voiture va s'arrêter. Et c'est un peu comme ça ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de projets qui sont en train de venir. Ils sont en train de faire des projets à Maluku et toutes ces histoires. Mais tous ces projets qui sont en train de se faire, l'administration est toujours faible. L'administration... ce projet-là, après ce quinquennat, ce projet ne va même... C'est difficile que ce projet-là reste et vive même après 10 ans, bien qu'une fois que le régime ait changé. Et la raison pour laquelle la plupart de ces projets ne vont pas vivre une fois que le régime va changer, c'est parce que l'administration comme telle, elle est trop faible. Et tant que l'administration est trop faible, les autorités congolaises, ce qu'elles sont en train de faire avec tous les projets qu'ils sont en train de faire, c'est un peu un gâchis, c'est un peu comme s'ils sont en train de jeter de l'argent. Parce qu'ils dépensent beaucoup pour faire un peu. Vous allez voir que vous allez mettre peut-être 10 millions de dollars pour quelque chose qui pouvait normalement vous coûter 1 million ou 2 millions de dollars. Remarquez déjà que dans toutes ces histoires, ça demande la présence des ministres pour que les choses avancent. Et quand vous êtes en train de déplacer des ministres de ville à ville pour faire le contrôle, ça coûte cher à la République. Quand normalement, ces ministères doivent avoir une administration forte qui peut faire tous ces contrôles-là et régler tous ces conflits sans que le ministre lui-même puisse se déplacer. Parce que comme je disais, les ministres, ça coûte cher pour les déplacer. Donc la solution n'est pas là. La solution, elle est à l'extérieur des gouvernements. La solution, elle est à l'extérieur des institutions. La solution, elle est dans le peuple africain. La solution, elle est dans le peuple congolais. Vous devez vous réunir, vous devez travailler ensemble, vous devez commencer à bounce les idées entre vous, vous devez commencer à vous aider mutuellement, vous organiser. Des histoires comme Mabélé, c'est bien, c'est une coopérative où les Congolais vendent déjà des produits locaux. Faites d'autres coopératives où les Congolais sont en train d'aider maintenant d'autres Congolais avec des financements. Vous trouvez de l'argent quelque part, vous levez des fonds et vous prenez en charge quelques mamans, quelques opérateurs économiques et vous les aidez comme ça avec leur management et tout et vous gagnez des profits. Donc faites ça, travaillez avec la population et ça c'est la meilleure façon que vous allez pouvoir commencer à avoir ce pouvoir d'achat et commencer à changer la politique en République démocratique du Congo et en Afrique.